C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici pour commencer le sommaire de la première partie. Inauguration au Gabon de la première usine métallurgique d'Afrique centrale. Il s'agit du complexe de Mwanda qui aura coûté 230 millions d'euros. Les produits du terroir connaissent un nouvel essor au Maroc. C'est le résultat de la politique gouvernementale en matière d'agriculture. Enfin, au Mozambique, une centrale hydroélectrique de 1045 MW sera bientôt construite sur le Zambèze. Économie par le Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba a inauguré le week-end dernier le complexe métallurgique de Mwanda, considéré comme la première usine métallurgique d'Afrique centrale. Une usine qui a nécessité un investissement de 230 millions d'euros et emploie près de 500 métallurgistes et mineurs locaux. Le complexe métallurgique de Mwanda transformera désormais le minerai de manganèse dans le pays après 52 ans d'exploitation brute. Il faut dire que le Gabon, troisième producteur mondial de manganèse avec environ 3,5 millions de tonnes par an, vise désormais la première marche du podium. D'ici la fin de l'année 2015, la production attendue est de 3,8 millions de tonnes de manganèse. En Égypte, la seconde voie du canal de Suez sera inaugurée le 6 août prochain. Cette nouvelle voie, longue de 112 km, va permettre une circulation dans les deux sens et doublera ainsi la capacité de passage quotidienne. Ainsi, les revenus du canal passeront de 5,3 milliards de dollars attendus en 2015 à 13,2 milliards en 2023. Le creusement et les travaux de dragage devraient être terminés d'ici le 15 juillet prochain. Suivra l'inauguration du canal le 6 août 2015. Au Maroc, les produits du terroir ont le vent en poupe. Ces produits connaissent en effet en ce moment un nouvel essor au grand bonheur des producteurs. Voici les images. Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux. Une demande croissante pour Zined Erati, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio, et en plus je connais cette fromagerie, son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc. Elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dattes, on a les nèfles, on a la clémentine de Berkane. Nous avons beaucoup de produits, je vous ai dit, on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits de terroir. D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 euros à près de 30 millions d'euros en 6 ans. Mais ici, un kilo de fromage coûte entre 10 et 15 euros, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Rendons-nous maintenant au Mozambique. Les autorités de ce pays envisagent la construction d'une centrale hydroélectrique de 1045 MW sur la rivière Zambèze. Le projet, dont la mise en œuvre devrait démarrer dans un futur très proche, sera
pilotée par la société HCB. Cette dernière, qui effectuera la levée de fonds pour ce barrage, a déjà reçu une dizaine de propositions relatives au financement. L'objectif à terme est de répondre à la demande énergétique des grandes entreprises qui vont s'installer dans le pays dans les années à venir. Hors du continent africain, en Bulgarie, les roses sont utilisées pour la fabrication de l'huile de rose, un produit qui se vend à prix d'or. Le soleil se lève à peine et ces roses bulgares sont déjà cueillies par milliers. C'est à l'aube que les fleurs doivent impérativement être récoltées au moment où leur précieuse essence est concentrée dans les pétales. Nous cueillons seulement celles qui sont complètement ouvertes parce que ce sont celles qui sont le plus concentrées en huile. Les autres, nous les laissons pour le lendemain. Pendant un mois au printemps, chaque matin, c'est le même rituel. Les pétales servent ensuite à distiller la célèbre huile de rose dont le pays est le deuxième producteur mondial après la Turquie. Une production qui repose entièrement sur le climat exceptionnel de cette vallée où la fleur a été introduite il y a plusieurs siècles depuis l'Iran. Pour faire de l'huile de rose, il faut des roses et il en faut beaucoup. 3,5 tonnes de pétales pour 1 litre seulement. Les fleurs cueillies sont traitées le jour même pour garder leur fraîcheur. Les sacs sont déversés dans des cuves où les fleurs cuisent avec de l'eau. La vapeur passe ensuite dans un savant réseau de tuyaux. Le premier distillat de rose arrive dans ce tuyau, ensuite dans ce conteneur. Puis vient la seconde distillation, la cohobation, qui a lieu dans ce cône de cohobation. Et le produit de cette double distillation va dans ce vase florentin où la précieuse huile de rose bulgare est séparée. Elle reste en surface parce qu'elle est plus légère et on l'extrait par ici. Direction ensuite la capitale Sofia, où est acheminé le résultat de la distillation. L'huile finalement produite a une composition particulièrement complexe. Cet homme, que l'on surnomme le nez, travaille depuis 50 ans dans le laboratoire d'État qui certifie la qualité de l'huile bulgare. Selon lui, ce n'est pas l'odeur de la rose qui est prisée par l'industrie cosmétique, mais ses propriétés chimiques. L'huile de rose exprime très clairement des propriétés fixatives. Et par ailleurs, elle a la propriété très spéciale de fonctionner comme un agent qui donne une unité au mélange des autres atomes. Ces propriétés font de l'huile de rose un produit très convoité et coûteux. Pour cette bouteille, il faut compter près de 30 000 €. En septembre, la Bulgarie a obtenu une appellation d'origine contrôlée pour sa précieuse huile. Un label dont le pays espère profiter pour renforcer son image de marque auprès des acheteurs. En moyenne, 1500 litres sont exportés chaque année, partout dans le monde. Du journal de l'économie, cette fois-ci pour aborder la deuxième partie de cette édition. Et c'est juste après cette petite transition. La Côte d'Ivoire affiche une croissance économique de 9,4% pour l'année 2015. C'est le thème de notre débat du jour et nous allons pour en discuter mon confrère Kazmi Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Comment vous portez-vous ce matin? Très bien. Alors le gouvernement ivoirien vient d'envoyer une lettre de cadrage sur sa croissance économique au FMI. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la redéfinition de la politique macroéconomique de l'année en cours, c'est-à-dire l'année budgétaire 2015 au niveau des institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international. Alors de quoi concrètement cela retourne? La Côte d'Ivoire, au regard de certaines bonnes performances du premier trimestre de 2015, a vu sa croissance un peu élevée. Et donc, ce qui était consigné dans les documents en début d'année votés à l'Assemblée nationale, eh bien, le pays vient de se rendre compte qu'elle était en deçà de ce que la prévision avait annoncé. Et donc, au niveau du FMI, la Côte d'Ivoire fait belle performance et a envoyé cette note de cadrage
image-là pour que les choses soient revues à la hausse et non à la baisse, comme on a vu dans certains pays, comme le Bénin par exemple, qui a revu à la baisse son taux de croissance au cours du premier trimestre de 2015. Donc la Côte d'Ivoire, je dirais un bon élève du FMI, est en train de se relancer progressivement dans la sous-région. Alors quels sont les leviers de croissance sur lesquels le pays se base justement pour atteindre cette performance économique en 2015? Alors il faut dire que le choix de ce sujet est juste un prétexte pour d'abord parler de ce pays qui aujourd'hui s'avère être le modèle au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et aussi de l'UEMOA, parce que voilà un pays qui est sorti de la crise, d'une crise politico-militaire en 2011 et qui déjà envisage un taux de croissance de 9,4% pour 2015. Et c'est vrai qu'en 2012 déjà on avait déjà vu ce pays-là avec un taux de croissance de 9,8%, mais il faut préciser que lorsque vous demandez les leviers, c'est qu'il y a aujourd'hui le partenariat public-privé qui aujourd'hui est un modèle pour la sous-région. La Côte d'Ivoire, la dernière fois, je l'ai suivi plusieurs fois sur vos plateaux, est en train d'accroître l'investissement privé aujourd'hui. On a vu avec l'inauguration de la chocolaterie, la plus grande chocolaterie aujourd'hui de la sous-région, d'une valeur de plus de 3,9 milliards de francs CFA. Nous avons aussi le lancement des activités de cette brasserie Heineken Groupe CFAO Motors qui aujourd'hui avoisine les 100 milliards de francs CFA. En somme, la Côte d'Ivoire est un pays qui bouge énormément. Ça bouge énormément dans ce pays. On a vu le gouvernement ivoirien aussi aller de l'autre côté de l'Europe, appeler les investisseurs, notamment les touristes, pour venir découvrir davantage les vertus même de ce secteur-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un modèle économique que forcément les 7 autres pays de l'UEMOA doivent copier pour commencer progressivement à développer l'espace économique au niveau de l'Afrique. Alors, Kazmi Kouidjo, quels peuvent être l'impact, les impacts de cette performance économique sur le développement de la Côte d'Ivoire? Déjà, il faut dire que la population, sur le plan de la population, c'est que votre population est à l'aise. Lorsque vous avez un taux de croissance comme ça, forcément, vous réglez déjà les questions de l'énergie électrique et donc votre population, les PME et les PMI sont en de très bonnes performances pour la réalisation de leur chiffre d'affaires. Il faut aussi dire que quand on laisse ce secteur-là, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de révolutionner, de réorganiser son infrastructure routière forcément pour la libre circulation des personnes et des biens. Et quand vous prenez les autres secteurs, je dirais le social par exemple, les hôpitaux, au niveau des hôpitaux, la santé, l'éducation, tous ces secteurs-là aujourd'hui pourront bénéficier des reliquats, si j'ose parler ainsi, de cette belle performance que le pays est en train d'annoncer. Il y a bien d'autres facteurs qu'on peut citer ici, tels que par exemple la diplomatie ivoirienne aujourd'hui à l'international. Lorsque vous avez une économie comme ça qui est en marche, forcément, vous ne prenez pas des décisions forcément où les autres sont à la traîne. Donc voilà par exemple On pourrait dire pour résumer que la Côte d'Ivoire est un pays qui aurait pu inspirer le vôtre. Beaucoup plus, et surtout lorsqu'on voit l'homme qui dirige aujourd'hui ce pays-là, chez moi au Bénin, c'est pas le bon exemple. On parle des banquiers qui ont échoué à leur mission. Et voilà un pays où le banquier est en train de réussir sa politique. Donc comme quoi, c'est pas les banquiers